à tous et bienvenue dans cette émission spéciale, l'hypnose dans tous ses états. Nous allons donc parler de cette pratique qui intrigue parfois, qui interroge souvent. Nous allons, à travers 3 reportages, voir comment cette discipline a peu à peu conquis l'univers médical, tout en restant à la fois quelque chose d'assez récréatif et faisant partie de l'univers du spectacle. Nous avons également sur ce plateau, pour décrypter le phénomène, 3 invités. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Claudie Bouffort, bonjour. Donc vous êtes infirmière diplômée d'État. Vous travaillez au service de chirurgie vasculaire du CHU de Pontchaillou, à Rennes. Tout à fait. Et vous pratiquez l'hypnose depuis plusieurs années, mais vous avez été formée très récemment, en 2017. Voilà, j'ai obtenu un diplôme universitaire en hypnose thérapeutique et communication thérapeutique. Mais c'est vrai que bien avant, j'étais formée déjà à la communication thérapeutique et j'avais des outils hypnotiques pour aider les patients au quotidien, surtout dans la gestion des douleurs induites. Eh ben, on va en reparler tout au long de cette émission. Phil Ray, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes hypnotiseur traditionnel. Absolument. C'est vous qui le dites depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans, même installé à Rennes. Vous êtes aussi infirmier, je crois. Oui, je travaille comme infirmier durant la semaine et le mercredi et le samedi, je propose des séances et des spectacles. Oui, voilà, parce que vous avez à la fois cette partie un peu thérapeutique, d'accompagnement, etc., quand on souhaite arrêter de fumer ou pour des questions de stress, de phobie, de poids, voilà. Et la partie aussi spectacle, puisqu'on le disait dans ce reportage, l'hypnose, c'est aussi quelque part un peu de spectacle. On est là aussi pour amuser les gens. Pascal Alice Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychopraticienne, vous, en thérapie brève. Vous pratiquez par exemple la PNL, c'est programmation neurolinguistique, la sophroanalyse, la relaxation et l'hypnose, bien sûr. Entre autres. Beaucoup de cordes à votre arc, donc. Oui, enfin c'est on va dire une harpe plutôt qu'un arc. Oui, c'est vrai que c'est plus juste comme métaphore, tout à fait. Je voulais peut-être qu'on pose d'abord une définition sur l'hypnose. Alors, je suis allée chercher dans le Larousse, tout simplement. Et là, on dit de l'hypnose que c'est un état de conscience particulier entre veille et sommeil, provoqué par la suggestion. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, Pascal? Alors, provoqué par la suggestion, ce qui serait peut-être intéressant chez Larousse, il faudra qu'on leur en parle la prochaine fois qu'on les voit, c'est qu'on se propose, on se suggère soi-même. C'est ça. C'est pas suggéré obligatoirement par quelqu'un d'autre. On se suggère soi-même. On est tous les 3 d'accord, je pense. Chaque personne, vous comme nous, on est entre 10 et 30 fois par jour en état hypnotique tout seul. Oui, comme quoi on peut aussi s'auto-hypnotiser. Exactement. On va donner un exemple qui va être très concret. Qui n'a jamais été en classe et trouvé un prof franchement barbant où la matière ne nous plaisait pas et on regardait les petits oiseaux qui, oh là, c'était super. Et d'un seul coup, on se faisait intervenir avec le prof qui disait, et Pascal Alice, j'étais en train de dire quoi? Et on était capable de lui expliquer, même si on était parti ailleurs. Ça, c'est un état d'hypnose aussi, c'est-à-dire qu'on décroche tout en étant toujours là. Ça veut dire que c'est le subconscient qui prend un peu le dessus? Comment on pourrait dire exactement? Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'un autre exemple, c'est quand on fait un chemin en voiture. On connaît la route et puis en même temps on est en train de préparer sa recette du soir qu'on va faire à ses enfants et finalement on est un petit peu parti en hypnose et les gestes de la voiture c'est automatique, donc c'est l'inconscient qui est là et qui réagit, c'est clair. C'est un état parallèle à l'état de conscience qui se situe entre le sommeil profond et le sommeil léger. C'est-à-dire que vous avez tous connu un somnambule. Vous savez, un somnambule va marcher la nuit au frigo chercher sa vie et il va pas tomber. C'est vraiment cet état-là. On emmène les gens dans cet état-là, dans cet état somnambulique. Et on dit qu'il ne faut pas d'ailleurs réveiller un somnambule, ça peut être très dangereux. Je vous propose tout de suite qu'on regarde un premier reportage, une consoeur à vous en quelque sorte, Véronique Bernard, voilà, qui est hypnothérapeute, donc une pratique, l'hypnose, qui est vieille de plusieurs milliers d'années, qui a été popularisée peut-être dans notre monde occidental par le psychiatre Milton Erickson. L'hypnose, elle peut être utilisée dans divers domaines, tels que le traitement de la douleur, l'addiction au tabac et bien d'autres. On regarde ce reportage qui va montrer un petit peu la relation importante entre le patient et le soignant. Douleur, addiction, phobie, dépression ou encore troubles de l'alimentation, l'hypnose est désormais utilisée à des fins thérapeutiques. Cela s'appelle l'hypnothérapie. Maintenant qu'il suffit de continuer de ne rien faire d'autre que de laisser aller toute cette détente de plus en plus profondément, comme ça.
l'état hypnotique est un état qu'on rencontre en fait 80% de notre journée. C'est quelque chose que l'on fait naturellement parce que notre cerveau, notre conscient, notre inconscient travaille toute la journée comme ça, à venir au premier plan ou à l'arrière-plan. Donc l'hypnose, c'est ce qu'on va appeler un état modifié de conscience. Après 27 ans d'activité dans la santé, Véronique Bernard s'est reconvertie. Hypnothérapeute diplômée en 2015, elle effectue une quarantaine de consultations par mois dans son cabinet rennais. Elle fournit à ses patients souffrant de divers maux un accompagnement personnalisé, souvent sur plusieurs séances. Donc en hypnose ericksonienne, la grande différence par rapport à même l'hypnose médicale à l'hôpital, c'est qu'on est ce qu'on va appeler en position basse. Ce qu'on va appeler la position basse qu'on utilise vraiment spécifiquement quand on fait de l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire que la personne, c'est elle qui sait en fait. C'est elle qui sait, c'est elle qui a les réponses, c'est elle qui a les ressources, c'est elle qui a les moyens. Et moi, je suis juste là pour lui permettre d'accéder à ça. Tout ce qu'on va traiter ici, ça va être en fait tout ce qui s'exprime par des signaux d'alarme, la douleur, la peur, les comportements addictifs, tous ces éléments-là qui font que la personne se retrouve à un moment en danger, elle ne se trouve plus en phase avec soi-même, elle a envie de changement, ce comportement-là l'énerve. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine de praticiens dans la ville de Rennes, 10 fois plus qu'en 2015. L'hypnothérapie n'est pas toujours reconnue comme médecine et demeure une pratique alternative. Voilà, on est bien d'accord. C'est vrai qu'en plus, j'ai utilisé le terme soignant quand j'ai lancé ce sujet. On est bien d'accord, soigner n'est pas le terme que vous utilisez. Non. On ne guérit pas. On ne soigne pas, on accompagne. Et c'est ce que disait le reportage. En fait, on a tous à l'intérieur de soi-même les ressources. Parfois, on ne les a pas au niveau de cette capacité ou cette compétence pour les faire développer ou les faire émerger. Donc nous, on accompagne la personne pour... Comme quand on est parent, on a un enfant... on aura beau lui dire lève-toi et marche, ça marchera pas justement. Il faut l'accompagner dans cette démarche. On va lui tenir la main. Alors on tient peut-être pas la main de notre clientèle, mais on va les accompagner par notre voix. On a parlé de méthode ericksonienne. Oui, tout à fait, mais même Milton Erickson le disait très bien, c'est que l'inconscient, c'est un grand réservoir de solutions et de ressources d'apprentissage. Donc l'idée, c'est que moi, à l'hôpital, le patient trouve toutes les ressources nécessaires pour justement vivre un soin autrement. Et voilà, et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que l'hypnose... Et en plus, dans le soin, il faut créer l'alliance thérapeutique. Sans alliance thérapeutique, sans relation, il n'y a pas d'hypnose. Donc voilà, comme je disais, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la définition que moi je retiens d'Erickson, c'est une relation pleine de vie qui a lieu dans une personne, dans le patient, mais qui est suscitée par la chaleur de l'autre personne. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de la relation. Ouais, de l'accompagnant, de la confiance. Et puis, on parlait de méthode tout à l'heure. Phil Ray, vous disiez, vous êtes dans une méthode plus traditionnelle, plus directive finalement. Plus autoritaire, je confirme, oui. Ouais. Moi, je vais sur la suggestion directe. Et bon, il y a aussi une boîte à outils, forcément. Moi, je fabrique pas d'hypnose. Je fais fabriquer l'hypnose. C'est-à-dire que je ne fais rien en fait. Je suis juste un GPS. Je dis à la personne, faites ci, faites ça, mais c'est elle-même qui va faire son propre hypnose. Et il n'y a pas de don là-dedans. Donc c'est vraiment les personnes, on est bien d'accord, ne sont pas endormies et vous ne les manipulez pas, parce que c'est vrai que l'hypnose, on peut parfois entendre des mots peut-être qui sont un peu galvaudés sur cette pratique-là. On ne manipule pas les gens. Non, du tout. Dans le soin, moi, c'est ce que je dis aux patients, c'est qu'ils gardent vraiment leur libre arbitre, qu'à tout moment ils peuvent revenir, mais qu'ils vont vivre ce moment justement lors d'un pansement qui induit des douleurs. Ils vont vivre ce moment un peu comme un répit qui, dans ce qu'ils vivent au quotidien, de très douloureux, quand c'est une plaie d'amputation ou une plaie d'ulcère. Vraiment, c'est vivre ce répit et c'est leur apprendre justement à le vivre au quotidien par l'auto-hypnose. On va peut-être y revenir parce qu'effectivement, dans le cadre de l'hôpital, sur un service comme le vôtre, on est sur quelque chose de très particulier. Vous, par exemple, tous les deux, je crois que vous accompagnez effectivement des gens qui seraient très stressés, qui seraient victimes de phobies, qui voudraient arrêter de fumer. On est dans la même approche quand même, ou est-ce que c'est juste la suggestion qui change. Là, on a une suggestion antidouleur. Moi, je suis plutôt dans la suggestion du dégoût du tabac
ou d'un sucre, peu importe, pour maigrir. Mais c'est toujours l'histoire de la suggestion qui va changer. Hein. Ouais. En fait, on va accompagner, mais l'état hypnotique n'est pas simplement dans l'état que pensent beaucoup de gens, c'est-à-dire comme ça, je ferme les yeux. Lorsqu'on est en train de discuter, là, tous ensemble, on est déjà en train de créer déjà ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle. C'est quelque chose que peu de gens connaissent. L'hypnose conversationnelle, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, certains vont vous dire, mais elle radote. Non, on ne radote pas. Par contre, on va amener la personne à réfléchir à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un niveau où on entend bien certaines choses, et puis en même temps, vous savez, on a un petit Jiminy le Criquet qui nous dit, dis donc, ou alors comme dans Tintin et Milou, vous savez, où il y a Milou avec le petit diable d'un côté, et le petit ange de l'autre qui lui dit, fais ci, fais ça et tout. C'est aussi de l'hypnose. Et le conversationnel, on peut aussi accompagner les personnes comme ça, simplement leur donner la possibilité de pouvoir se lâcher un peu plus sur ce qu'ils sont. Et surtout, nous, dans notre thérapie, par exemple, ericksonienne, on ne va pas travailler sur pourquoi je ne vais pas bien ou pourquoi j'ai ce problème-là, mais qu'est-ce que je veux maintenant pour moi. On va non pas travailler sur l'antériorité, certes, on va le faire, mais on va surtout travailler sur comment je veux devenir, comment je me sentirai, qu'est-ce que je verrai, qu'est-ce que je ressentirai. Et c'est là que va se développer la magie, entre guillemets, que pourront se trouver les gens avec nous, mais nous ne sommes pas magiciens. Vous n'êtes pas magicien et vous avez surtout suivi des formations aussi pour faire ce que vous pratiquez aujourd'hui. Ça ne s'improvise pas, mine de rien. Non, absolument pas. Tout à fait. Claudie, vous êtes la dernière formée peut-être. Oui, et puis c'est vrai qu'à Nantes, à la faculté de médecine de Nantes, j'ai été formée par des psychiatres et des psychologues. Et c'est vrai qu'il y a tout ce côté théorique qui est très enrichissant. Et moi, je continue à me nourrir de plein de lectures, de plein d'ouvrages. Mais voilà, il faut apprendre, il faut savoir ce que c'est l'hypnose. Mais en même temps, après, il faut comprendre comment ça se passe, même au niveau de la douleur, par rapport à l'angoisse du patient, par rapport à son antériorité. Et puis en même temps, c'est la pratique. Et il faut pratiquer. Et c'est vrai que c'est au quotidien et il ne faut pas lâcher, quoi. Il faut continuer à se former. Et... on va prendre, si vous voulez bien, la direction du CHU de Pontchaillou, du centre hospitalier, puisque depuis près de 15 ans maintenant, l'établissement hospitalier rennais a ouvert sa porte à l'hypnose en tant que pratique médicale, une fois à la fois sur la partie anesthésie et puis aussi pour la partie traitement de la douleur, on en a parlé. On est allé à la rencontre d'une équipe soignante qui pratique l'hypnose. Regardez ce reportage, on y revient tout de suite après. On prend une grande inspiration. On souffle. Et je galope. Est-ce que le départ est bon? Oui. Je te laisse explorer le petit coin autour de là, en prenant ton temps, en faisant des cercles prudents. Cette opération, elle s'est déroulée en février 2016 dans le service de chirurgie du centre hospitalier de Pontchaillou. Le patient est ici opéré d'une hernie et le médecin anesthésiste, le docteur Cécile Chaise, utilise peu de produits chimiques. Son patient est en état d'hypnose. Après l'opération, le patient a récupéré rapidement, notamment grâce à la très faible dose d'anesthésiant chimique administrée. Aujourd'hui, de retour à l'hôpital pour une opération de l'œil, il revient sur les suites de son expérience. C'est comme si j'avais rien eu. On maîtrise, on coupe là, puis c'est bon. Et puis après, je suis nickel. Et puis, dans l'hypnose GG, c'était le vol, parce que je rêvais que je volais comme un oiseau. Et puis, pour la première fois, je me suis perché. Et donc, devant vous, vous avez un tout petit bout d'une grande équipe. C'est une hypnose d'accompagnement dans un contexte de soins et dans un contexte qu'on va appeler hypnose médicale. Pour certains examens, je dirais que ça permet de consommer beaucoup moins de médicaments, de produits. Et les patients sont de plus en plus demandeurs à ce niveau-là parce que justement, ils ne savent pas forcément ce qu'on leur donne comme médicaments. Donc parfois maintenant, c'est les patients eux-mêmes qui viennent en demandant si c'est possible d'avoir leur examen sous hypnose. Ça demande un changement de posture que tout le monde n'a pas forcément fait tout de suite, mais il y a un regard bienveillant. Aujourd'hui, les patients sont de plus en plus nombreux à demander une anesthésie sous hypnose.
À Pontchaillou, certains actes chirurgicaux tels que l'ablation de la thyroïde ainsi que la neurochirurgie éveillée sont régulièrement proposés avec hypnose. Voilà pour ce reportage. Donc l'hypnose qui fait peut-être un petit peu plus de sa place dans divers champs à l'hôpital. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'on voit une intervention. Donc l'anesthésiste pratique l'hypnosédation. Mais c'est vrai que dans différents services maintenant, l'hypnose est pratiquée et demandée. Moi, je suis dans le pôle, le centre cardio-pneumothoracique, cardiovasculaire. Oui. Donc ça se développe de plus en plus. Donc là, j'ai mon diplôme, mais beaucoup de gens sont formés à ce qu'on appelle la communication thérapeutique. Et c'est une approche aussi un peu, on parle d'hypnose conversationnelle, mais dans la communication thérapeutique, on retrouve certains outils hypnotiques. Et vraiment, ça a pris une ampleur assez impressionnante. Vous êtes dans le service de chirurgie vasculaire, effectivement. On est dans un service assez lourd avec des patients qui ont parfois des pathologies vraiment importantes, qui souffrent beaucoup. Oui. C'est vraiment, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce service. Donc, en 20 ans, c'est vrai qu'on apprend à les connaître. L'artérite, c'est une maladie chronique, l'artériopathie. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à suivre un patient, on est amené à le revoir sur plusieurs années. Donc, il y a une relation déjà de confiance qui se crée. Mais ce sont des patients qui ont des plaies, qui ont très mal. Ce sont des ulcères, parfois c'est ce qu'on appelle des stades 4, ce sont des nécroses d'orteils. Et à un moment donné, il y a amputation. Mais ça va être amputation d'un orteil, et puis 2 années après, ça va être tous les orteils, et puis 3 années après, ça sera la jambe ou la cuisse. Est-ce que tous les patients on peut leur proposer l'hypnose comme ça pour venir à bout de ces douleurs? Oui, tout à fait. Alors je propose. Alors après, il faut toujours avoir le consentement du patient. Moi, si mon patient me dit non, je ne vais pas faire d'hypnose formelle. Mais après, on est plus dans la communication thérapeutique et on arrive toujours à trouver des petites failles pour l'aider quand même à mieux vivre ce soin. Cela, voilà. À côté, on garde tout ce qui est antalgique, tout ce qui est méopathe, c'est le calinox, le protoxyde d'azote et l'oxygène pour les aider au mieux lors des soins. Mais moi, je m'aperçois bien souvent maintenant dans le service à la consultation, lors d'un soin douloureux, je propose justement le méopathe. Donc c'est ce gaz qu'on donne souvent aux enfants pour gérer des situations un peu compliquées dans le service d'urgence. Et je m'aperçois et puis je fais de l'hypnose en même temps, et je m'aperçois que le patient, il lâche son masque. Donc j'arrête la bouteille parce que sinon c'est moi qui le respire. Donc voilà. Ce serait pas une très bonne. Voilà, mais je m'aperçois que j'utilise beaucoup moins le méopathe lorsque je fais de l'hypnose auprès de mon patient. C'est facile de les convaincre. On parlait aussi peut-être du corps médical qui a peut-être été réticent à un certain moment et qui aujourd'hui. Alors, je suis dans un service de chirurgie où nos chirurgiens sont très cartésiens, mais voilà, ils m'ont vu pratiquer. Ils ont été au départ assez bluffés parce que je pense qu'ils avaient beaucoup de représentations aussi de l'hypnose. Et maintenant, dès qu'il y a un besoin, ils me disent: Claudie, est-ce que tu peux venir? Ou alors je te laisse faire et je viendrai après voir ce que ça a donné comme résultat, parce que c'est vrai qu'actuellement, je fais le soin aussi, je fais l'hypnose, mais en même temps, je fais le soin qui induit la douleur. Donc, j'ai un scalpel dans la main, j'ai une curette. C'est comme une petite cuillère qui va gratter la plaie. Et c'est vrai que je fais ce soin qui induit la douleur. Donc, parfois, ma position n'est pas facile et je me pose encore beaucoup de questions par rapport à ma pratique, justement, parce que j'ai ce double rôle, celle qui fait mal et celle qui induit la transe hypnotique. Vous parliez de relations passantes, c'est essentiel. Vous, c'est vrai peut-être que dans vos cabinets respectifs, les gens viennent vous voir, ils font déjà la démarche de venir vous voir, mais cette relation de confiance à tisser avec eux, c'est essentiel, j'imagine, pour que ça fonctionne. C'est primordial. La première chose qui est importante, c'est la personne, elle vient et elle est demandeuse. C'est-à-dire que si quelqu'un nous téléphone en disant: je voudrais prendre un rendez-vous pour ma fille, pour ma femme, ce qui m'arrive assez fréquemment, je leur dis: ok, non. Écoutez, demandez-leur, voilà, je vous donne mon numéro, et de toute manière, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Phil, mais on a un échange téléphonique. Moi, j'explique comment je travaille, comment j'accompagne les personnes. J'ai un site internet qui est suffisamment fourni, je trouve, aujourd'hui, pour donner déjà des explications, et je suis là aussi pour leur répondre. Mais la personne, elle est initiatrice de cette démarche pour elle-même. Si elle n'est pas initiatrice, on ne pourra rien faire. C'est comme on va reprendre quelqu'un qui voudrait pas manger de quelque chose, même si c'est très beau, même si on lui dit que c'est super bien pour lui, s'il veut pas le manger, il ne le mangera pas. Ouais, c'est tout un cheminement, du coup, de la personne qui vient vous. Je crois que c'est primordial, comme tu dis.
il faut vraiment que la personne ait confiance en vous. Elle vient vous voir, elle a d'abord confiance en vous. Après, on peut travailler là-dessus, les suggestions anti-tabac, machin, tout ça. Mais il faut déjà qu'elle vienne, qu'elle ait confiance et surtout qu'elle a la volonté d'arrêter de fumer. La démarche soit déjà enclenchée quelque part. Avant de regarder notre dernier reportage qui du coup passe carrément dans le champ du spectacle, on va être plus... vous disiez quelque chose d'intéressant, Claudie. Ça vous a fait du bien aussi, vous, en tant que soignant, de mettre en pratique tout à fait, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler à l'heure actuelle des problématiques des soignants à l'hôpital et qui sont un petit peu, alors on parle pas de burn-out, mais c'est vrai qu'on a une charge de travail tellement énorme avec des heures supplémentaires et c'est vrai que parfois, moi, j'ai eu l'impression, avant d'être formée, de perdre mes valeurs de soignante et je me suis posé beaucoup de questions, même à un moment donné, est-ce qu'il faut que j'arrête? Et depuis ma formation, du confort. Je trouve de confort, je fais les mêmes heures supplémentaires, hein, c'est sûr, mais je le vis autrement et je prends plaisir, donc voilà, je suis une infirmière heureuse. Ah, mais c'est magnifique. On va donner cette recette à bien d'autres collègues, à vous, je pense. Direction notre dernier reportage, dans la rue, puisque c'est un peu le nouveau terrain de jeu des hypnotiseurs. Alors, plus dans le domaine du spectacle, hein, bien sûr, il n'est pas rare d'en croiser au détour d'une rue, d'un parc. Leurs méthodes sont diverses, variées, mais les résultats sont bien souvent assez déconcertants. Vous allez le voir avec ce reportage, comment un jeune hypnotiseur, Loïc Ducret, fait entrer son public dans un état de conscience modifié. Reportage. Alors je m'appelle Loïc Ducret, je suis hypnotiseur de spectacle, donc je fais de l'hypnose que de manière récréative. Chiffre 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, vous allez vous lever, vous allez essayer de vous transformer en Saiyan de toute votre force. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Il y a Freezer. À la base je suis magicien moi, donc je faisais de la magie dans les rues de Paris parce que j'habitais à Paris avant, et j'avais des potes magiciens, et il y en a un jour qui s'est pointé en me disant bah, écoute, j'ai découvert un truc qui s'appelle l'hypnose. Et c'est trop bien. Et moi j'y croyais pas du tout. Moi qui m'a hypnotisé, j'ai fait 3 fois le tour d'une place à Paris en croyant que j'avais gagné 1 million d'euros. Je me dis que c'était trop cool en fait. T'as toujours compté 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça a toujours été comme ça. On t'a toujours appris à compter comme ça et en fait, ça sera toujours comme ça. Et du coup, je vais compter de 1 à 4. Au chiffre 4, tu pourras ouvrir les yeux. Et ensemble, on va compter. Tu pourras compter que 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10. En fait, le claquement de doigts, ça te rappelle au fait qu'après le 2, c'est le 4, après le 2, c'est le 4, après le 2, c'est le 4. J'ai complètement appris en imitant des hypnotiseurs. En fait, j'ai appris en essayant d'intégrer leurs techniques et leur manière de faire, et pour développer les miennes. C'est ce que je faisais déjà avec la magie, à l'origine. Je regardais des vidéos de spectacles ou des shows, je regardais comment ils faisaient, je m'appropriais le truc, et je le modifiais derrière pour que ça devienne mon truc à ma sauce. Et du coup, là, j'ai fait pareil avec l'hypnose, et on a découlé ma manière de faire actuelle, qui est plus ou moins unique, je pense. Est-ce que tu peux compter en pointant mes doigts? Genre 1, etc. Vas-y. 1, 2, 4... L'hypnose, c'est que de la relaxation. En gros, l'idée, ça va être de relaxer une personne, de la faire se détendre, afin, entre guillemets, de communiquer avec son inconscient et de lui dire, bah écoute, là, ta main, elle va être collée. La personne va ouvrir les yeux et se réveiller, entre guillemets, puisque la personne ne dort jamais. Et en fait, le conscient, il va dire, bah non, la personne, il dit n'importe quoi, la main, elle n'est pas collée. L'inconscient va dire, bah si, parce qu'il me l'a dit. Et vu que l'inconscient, dans le schéma de fonctionnement, est toujours plus fort que le conscient, la main va être collée. Ok? Ouais. Mais la colle, elle est là, elle est dans ma main. Donne-moi ton autre main. La pose dedans et je te colle. Et là, elle est collée. Ouais, c'est pareil, je peux pas. Alors je gagne un peu d'argent avec ça, pas des masses, pas assez pour vivre, du coup j'ai un travail alimentaire à côté, mais j'essaye de pousser le truc et d'aller de plus en plus loin pour essayer d'en vivre au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Des étoiles. Des quoi? Des étoiles. Elles sont comment? Et on est où nous? On est posé sur quoi? On flotte dans l'espace là. On flotte dans l'espace? Dans notre navette. Il y a des règles qui changent pas dans les processus mentaux, et par exemple la morale ne s'en va jamais. On peut pas forcer les gens à faire des choses qu'ils refuseraient de faire. Sinon j'irais hypnotiser mon banquier et tout serait plus simple.
Voilà, hypnotiser son banquier, pourquoi pas. Belle conclusion. Voilà, pour ce jeune autodidacte. Phil Ray, vous, ça fait 30 ans que... Oui, 30 ans, j'ai commencé à Alma, c'était Mammouth à l'époque. J'avais 12 ans. Effectivement, ça parle peut-être pas aux plus jeunes d'entre nous, Mammouth, mais voilà. Alors, comment ça se passe dans les spectacles? Je crois que vous en avez fait un récemment, par exemple. Récemment, pour les 20 ans du relais, l'entreprise du relais. Et comment ça se passe? Comment cette relation au public? Alors, dans la rue, ça doit pas être évident. Dans la rue, c'est pas plus difficile. Vous savez, la relation au spectacle, il faut déjà chercher les gens les plus réceptifs. Parce qu'on a besoin, nous, travailler sur, pas comme ces personnes, nous on travaille sur les 15-20% les plus réceptifs. Parce qu'on n'a pas une heure non plus pour les endormir. Les gens vont pas rester. Il faut déjà les identifier, du coup. Voilà, donc on les fait venir devant la scène, seulement ceux-là, et ensuite on fait un test de réceptivité. Et là, lorsqu'on a vraiment les gens très réceptifs à mon hypnose, c'est-à-dire à ma fréquence, parce que vraiment ça se base sur ma fréquence, là, je peux aller plus loin avec cette personne-là. Je fais un second test et ensuite je les plonge dans un sommeil très très profond. C'est quoi le retour un rêve. C'est quoi le retour de ces gens-là une fois qu'ils ont vécu cette expérience? Je termine toujours le réveil, c'est super important le réveil, je le termine toujours avec un bien-être, un sourire, une joie de vivre, une pêche. Il faut vraiment qu'ils repartent avec un bon souvenir. C'est très très important pour moi. Oui, parce que c'est vrai que l'hypnose peut encore subir quelques idées reçues, quelques a priori. Ça, c'est difficile à faire tomber encore aujourd'hui. Oui, moi j'ai quand même beaucoup d'appels à la semaine. J'ai, on va dire, à peu près, si on a 10 appels, j'en ai au moins 4 qui vont me dire oui, mais je veux pas faire la poule, oui, mais je veux mais il faut pas la poule. Et voilà, c'est ce que je leur dis. Je dis, mais vous savez, j'ai un magasin en bas de chez moi qui me fait des super œufs bio, alors franchement, je n'ai pas l'intérêt. Et ça les fait rire, mais c'est vrai, c'est comme ça que j'échange avec eux. Le propos, c'est qu'effectivement, comme tu dis, Phil, c'est de les faire, ou comme toi, Claudie, c'est de les faire revenir agréablement bien avec eux et leur faire simplement comprendre que ce qu'ils viennent de faire, que ça soit dans le spectacle ou dans l'accompagnement médical ou thérapeutique comme moi, c'est une expérience. C'est une expérience que vous avez vécue pendant un certain moment. Oui, c'est pas contradictoire, en tout cas, ce côté récréatif avec le côté accompagnement thérapeutique. Non, tout à fait, mais il faut les rassurer quand même au départ, parce qu'ils ont l'image de l'hypnose Mesmer télé, et c'est vrai qu'il faut les rassurer en leur disant bien que c'est eux qui contrôlent. Nous, je suis juste là à côté, quoi. C'est eux qui font le travail. C'est-à-dire que c'est bien qu'on en parle, mais attention à la façon dont on en parle pour ne pas non plus continuer à entretenir des idées reçues, peut-être. Oui, absolument. Moi, je pense que, si je peux me permettre, Mesmer, on va parler 2 minutes de Mesmer. Le problème avec Mesmer, c'est qu'il endort toute la salle. Mais il y a des gens, lorsqu'ils sont déjà en test réceptivité, ils sont déjà sous hypnose. Et ils n'ont plus le libre arbitre pour venir sur scène ou pas venir sur scène. Moi, je lui en ai déjà parlé par mail et je trouve ça vraiment un petit peu dangereux. Entre les deux. Alors c'est pour ça qu'il faut mieux faire venir les gens devant la scène, vraiment en état de conscience tout à fait. Là, vous êtes bien conscient. Vous venez sur la scène. Ok, vous êtes ok avec ça. Bon, ok, on part sur un rêve. Okay. Tout le monde n'est pas réceptif, du coup, comme vous le disiez. Tout le monde est réceptif, mais pas pour le spectacle. Il nous faut 15-20%. Mais ça suffit, une dizaine de personnes sur scène, ça suffit largement. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer pour cette pratique? Parce qu'on en a parlé plutôt dans de bons termes, avec des reportages qui ont bien illustré ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme avenir pour cette pratique? Est-ce qu'il faudrait vraiment qu'elle soit mieux expliquée, qu'il y ait plus de pédagogie, qu'elle soit mieux intégrée aussi au niveau des médias, ce que je disais tout à l'heure, on voit quand même plus de reportages sur, on voit l'hypnose thérapeutique dans les soins. Après, tout ce qui est communication thérapeutique, ça se développe aussi énormément, donc c'est en lien avec l'hypnose, et c'est vrai que l'idée, c'est que dans les écoles, elle soit apprise pour que nos jeunes professionnels arrivent totalement voilà, aux communicants. Voilà, tous les élèves en médecine. Après, c'est vrai qu'actuellement, c'est dans le pôle où je suis, ça se développe et il y a beaucoup de demandes parce que je pense que c'est une recherche des soignants de vivre le soin autrement, et c'est un apport personnel tellement important et tellement magique que voilà, tout le monde est motivé, quoi. Oui, alors moi je suis un peu comme toi. Moi j'ai parfois même des psychiatres qui m'envoient des patients parce qu'ils ne pratiquent pas l'hypnose et tout, et on va dégoupiller, moi j'utilise ce terme-là, on dégoupille des freins, des blocages, et après ils poursuivent leur histoire. Ce que je disais, nous on va travailler sur, non pas pourquoi je vais pas bien, mais comment je veux être maintenant.
C'est ça le plus important. Et c'est peut-être ce propos-là qu'il faut apprendre aux gens dans les échanges avec les émissions de télé, les rencontres. Moi, je fais beaucoup de rencontres, je fais des ateliers d'auto-hypnose à Rennes. Là, j'en fais, par exemple, j'ai 35 personnes. J'ai des enfants qui sont... la population, la dernière fois, c'était de 7 à 81 ans en même temps. Et les gens, je leur ai appris en une heure à peine de se mettre en état d'auto-hypnose eux-mêmes. J'accompagne, par exemple, des professionnels sportifs qui font des traversées en solo. Et ben, il faut que s'il y a le moindre petit bruit, qu'ils reviennent aussi sec. Il n'est pas question de se dire j'ai 7 minutes, je reste 7 minutes dans la banette, même si le plateau se renverse. Non, ils reviennent et puis ils agissent. Filerait sur ce futur de l'hypnose. Pour moi, le futur de l'hypnose, on n'est qu'au début, là. Justement, plein de portes ouvertes. Alors, j'espère qu'on se reverra à l'occasion d'une autre émission, peut-être sur ce thème de l'hypnose, pour aller encore plus loin. Merci à tous les trois. Merci à nos reporters pour les sujets qui ont agrémenté cette émission. Et moi, je vous dis à très bientôt sur l'antenne de l'ESRA.